Habituellement, quand on explore l'histoire de la philosophie, on s'attend à entrer dans une sorte de cathédrale intellectuelle, majestueuse. On imagine des penseurs isolés, purement rationnels, qui assemblent des concepts abstraits avec la précision vertigineuse d'un ingénieur qui construit un pont suspendu. L'édifice est structuré, il est froid, et il est censé représenter une vérité universelle. Ouais, c'est clairement l'image d'Épinal tenace qu'on garde souvent, quoi. La discipline aime bien projeter cette illusion d'une grande pensée qui flotte un peu au-dessus des misères humaines, totalement détachée des émotions terrestres. Complètement. Sauf que parfois, on pousse la lourde porte de cette magnifique cathédrale, on allume une torche, on descend dans les fondations les plus sombres, et on découvre avec stupeur qu'elle a été bâtie sur un marécage. Un marécage bouillonnant de rancune, personnelle, très humaine. Et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est ça. Aujourd'hui, en fouillant dans notre imposante pile de sources, on va entreprendre exactement ce genre de descente. Notre mission, c'est d'explorer les tréfonds de l'esprit du célèbre philosophe allemand Arthur Schopenhauer. On va se concentrer sur l'un de ses textes les plus controversés, son essai intitulé « Sur les femmes ». L'idée de cette plongée, c'est de décortiquer cette mécanique intellectuelle pour comprendre comment un penseur de cette envergure a pu formuler des idées aussi radicales. Mais juste avant d'y aller, il faut vraiment qu'on pose un cadre clair. C'est impératif. Les textes sources qu'on examine aujourd'hui, ils contiennent des propos que notre regard contemporain qualifie à juste titre d'extrêmes et de profondément misogynes. Ah oui, c'est indéniable. Voilà. Et il faut préciser à ceux qui nous écoutent que notre démarche ici ne consiste en aucun cas à endosser ces idées. On ne les valide pas et on ne cherche pas non plus à les juger avec notre morale actuelle. L'objectif, c'est de faire une analyse neutre de l'histoire de la philosophie. On rapporte fidèlement les concepts de Schopenhauer pour comprendre la mécanique de sa pensée, de l'intérieur. C'est une vraie autopsie intellectuelle, en fait. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que derrière cette philosophie qui se présente au monde comme un système universel, inébranlable, drapé dans un pessimisme cosmique presque romantique, se cache en réalité un drame familial profondément intime. Un drame assez fascinant, d'ailleurs. Ouais. Mais pour que l'audience puisse apprécier toute l'ironie de ce drame, il faut d'abord qu'on comprenne les règles du jeu de son univers théorique. On ne peut pas isoler sa vision des femmes sans saisir sa vision globale du monde. Tout à fait. Et le point d'entrée incontournable de son œuvre, c'est son concept central, ville, la fameuse volonté de vivre. Dans le système de Schopenhauer, l'univers n'est absolument pas gouverné par un dieu bienveillant, ni par la raison d'ailleurs. Le moteur invisible de tout ce qui existe, c'est cette volonté. Et c'est pas une volonté au sens humain du terme, hein, genre je veux accomplir ce projet. Non, pas du tout. C'est une force métaphysique aveugle, irrationnelle. C'est une pulsion brute et affamée dont l'unique but est de pousser chaque organisme à survivre et à se reproduire. Rien d'autre. Terre. Exactement. Le mécanisme est redoutable. Comme cette volonté nous pousse sans arrêt à désirer ce qu'on n'a pas, elle crée un état de manque permanent. Le désir engendre la frustration et quand on l'assouvit enfin, ça laisse juste la place à l'ennui, avant qu'un nouveau désir arrive. Un cycle sans fin, quoi. C'est ça. Or, pour s'assurer que cette machine infernale ne s'arrête jamais, la volonté cosmique doit utiliser des stratagèmes. Elle nous trompe avec l'amour, l'attraction, pour garantir la reproduction. Et c'est dans ce système que Schopenhauer conclut que la nature utilise la femme comme un simple outil pour la survie de l'espèce. Un outil au service exclusif de la machinerie reproductive. D'ailleurs, les sources qu'on a rassemblées sont frappantes par la dureté de leur métaphore. Il y a une comparaison spécifique qu'il utilise et qui en dit long. Il écrit que la nature a doté les femmes d'un moyen de défense sous la forme d'un charme supérieur. Et la citation exacte, c'est « tout comme le lion a reçu des griffes et des dents ». Ah, cette image zoologique est fondamentale, elle résume tout. Il réduit la séduction et les comportements amoureux à une pure stratégie de survie animale. Pour lui, le charme n'a aucune dimension poétique ou spirituelle. C'est juste utilitaire. Totalement. C'est une arme biologique distribuée par la volonté de vivre pour compenser un manque de force physique dans l'unique but de capturer un partenaire pour se reproduire. Et du coup, l'homme charmé devient, par définition, la proie. Si on devait vulgariser ça avec un concept moderne, on pourrait comparer cette volonté à un algorithme cynique, un algorithme biologique implacable dont le seul impératif est la réplication. Ouais, c'est une très bonne image.
Il utiliserait l'attraction, le charme, comme une sorte d'interface utilisateur super attrayante pour masquer un logiciel de servitude. Il transforme l'attachement en un piège biologique. Cette métaphore illustre parfaitement le fatalisme du personnage. Et c'est cette base ultra-utilitariste qui va lui servir de fondation. Puisqu'il considère que le seul rôle de la femme est la reproduction, il en déduit, avec sa propre logique bien sûr, que son développement intellectuel en est forcément affecté. Et c'est là qu'on arrive à sa fameuse théorie du grand enfant, c'est ça? Tout à fait. Il affirme que, vu que leur mission n'est pas de bâtir des empires ou de faire de la grande philosophie, la nature les a privés de la pensée abstraite ou objective. Dans les textes, il les décrit littéralement comme des grands enfants. Les grands enfants, c'est un verdict assez violent. Très clinique pour lui, une sorte de stade intermédiaire figé entre l'enfant et l'homme adulte. Selon lui, elles sont destinées à obéir et ne trouvent le bonheur que sous l'autorité d'un maître. Mais comment il justifie ça? Parce que dans nos sources, on voit qu'il essaye vraiment de donner à cette vision une apparence de psychologie scientifique, notamment à travers la perception du temps. Ce qui est fascinant ici, c'est comment il utilise une observation temporelle pour verrouiller son système. Il affirme que les femmes vivent uniquement ancrées dans le présent, Incapable de se soucier du passé ou de l'avenir lointain. le quotidien. Mais il affirme qu'elles sont aveugles aux choses lointaines ou globales, aux concepts métaphysiques, quoi. Une vraie myopie intellectuelle. C'est comme si elle voyait hyper net à 10 centimètres, mais dès qu'il faut regarder l'horizon historique, c'est flou. Et bien sûr, lui, il se place du côté de ceux qui voient l'horizon. Ah bah évidemment, l'accès à la philosophie véritable demande de s'extraire de l'immédiateté. En leur refusant cette capacité d'abstraction temporelle, ils justifient leur prétendue soumission intellectuelle. Bon, analysons cela de plus près, parce que sa logique interne a quand même des failles évidentes. Si la femme, selon lui, manque de force physique et de raisonnement abstrait, comment elle fait pour survivre dans ce monde dominé par une volonté impitoyable? Schopenhauer a une réponse toute prête pour ça. Et c'est là qu'il introduit la notion de défaut moral. Pour lui, le défaut fondamental des femmes, c'est le manque de sens de la justice. Le manque de justice. Mais quel est le rapport avec la survie? Eh bien, il explique que la justice et l'équité demandent de la réflexion abstraite. Comme elles en seraient dépourvues et qu'elles n'ont pas la force physique, elles se tourneraient instinctivement vers la ruse, la dissimulation et la tromperie pour parvenir à leur fin. C'est leur arme de survie, selon lui. Attends. Si la nature ne te donne pas de force physique, utiliser la ruse, l'anticipation, le contournement, c'est pas la définition même d'une tactique d'adaptation brillante. Pourquoi il voit ça comme une faille morale plutôt que comme une grande intelligence stratégique? C'est là que son argumentation se prend les pieds dans le tapis. Ce qui serait célébré comme du génie militaire chez un général est ici rabaissé au rang de vice inné. Pourquoi? Parce qu'il est captif de son point de départ. Il doit tordre la réalité pour que ça rentre dans les cases de son système. S'il reconnaît que la ruse est une intelligence supérieure, toute sa hiérarchie s'effondre. Ah, je vois. Il est obligé de pathologiser ça pour sauver sa théorie. Et cette nécessité de dévaluer le féminin atteint vraiment un sommet de cynisme quand il s'attaque à la beauté physique. Oh oui, la déconstruction cynique de la beauté, c'est un passage redoutable. Parce que là, il a un gros problème philosophique sur les bras. Si les femmes sont si intellectuellement limitées et moralement rusées, comme il le prétend, comment il explique que les hommes soient si irrésistiblement attirés par elles? Il blâme la pulsion sexuelle masculine. Il s'attaque aux standards esthétiques avec une dureté extrême. En fait, il affirme que la beauté féminine n'existe même pas objectivement. C'est juste une illusion générée par les hormones masculines. J'ai la citation sous les yeux, et c'est d'une froideur, je te jure. Il dit « Seul l'homme aveuglé par sa pulsion sexuelle peut appeler sexe beau ce type d'être de petite taille, aux épaules étroites, aux hanches larges et aux jambes courtes. » C'est presque vétérinaire comme description. Complètement. C'est l'illustration parfaite de son pessimisme radical. Même la beauté physique, qui apporte de la joie, de l'art, de la poésie, il la réduit à une vulgaire hallucination biologique, utile uniquement pour que l'homme se fasse avoir et perpétue l'espèce. Il anéantit le concept de romance d'un coup de stylo. Roméo et Juliette, c'est juste un court-circuit neurologique, quoi. Vision aussi sombre, obsessionnelle, contre une moitié de l'humanité. Pour comprendre le vrai pourquoi, il faut quitter la théorie pure et regarder sa vraie vie. Et là, on tombe sur le nœud du problème. Sa mère. Johanna Schopenhauer. Si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, ça éclaire tout de manière fulgurante. Les sources historiques montrent que la relation entre Arthur et sa mère était d'une toxicité absolue. Et ça a eu un impact direct sur sa vision des femmes. Il faut préciser le contexte.
Johanna, c'était pas du tout la femme au foyer effacée du 19e siècle. C'était une romancière à un succès incroyable. Elle tenait un salon littéraire très en vue. Elle recevait Goethe, enfin, elle rayonnait, quoi. Pendant que son fils, Arthur, était un jeune homme sombre, colérique, asocial, et dont les premiers travaux grandioses sur la volonté se vendaient à 0 exemplaire. Le contraste est total. La mondaine brillante contre le génie incompris. Et la dynamique s'est complètement brisée après le suicide du père d'Arthur. Leur dispute était d'une violence inouïe. Mais le point de non-retour, la blessure narcissique ultime, c'est quand Johanna a dit à son fils que ses œuvres philosophiques étaient illisibles. Aïe. Elle l'a humilié intellectuellement. Un jeune homme aussi orgueilleux que lui ne s'en est jamais remis. La rancœur personnelle s'est alors déguisée en vérité universelle. C'est fou. Son système philosophique grandiose sur la volonté, sur ce sujet précis, ça ressemble juste à un règlement de compte avec sa mère. C'est évident. Quand il dit que les femmes n'ont pas de pensée abstraite, qu'elles sont des grands enfants myopes, en réalité, il essaye désespérément de délégitimer publiquement le succès littéraire et mondain de Johanna. Il réduit ses romans à des amusements mineurs pour élever ses propres manuscrits invendus au rang de sommet de l'esprit humain. Une vengeance à l'échelle de l'histoire des idées. Si on résume un peu notre exploration, l'essai sur les femmes, c'est vraiment la rencontre explosive entre une théorie profondément pessimiste et un gros traumatisme personnel non digéré. C'est exactement ça. Et pourquoi ceux qui nous écoutent devraient retenir ça? Ça démontre qu'aucun texte, même écrit par les plus grands penseurs de l'histoire, n'est créé dans un vide émotionnel. La philosophie, les grands concepts, tout ça c'est fabriqué par des êtres humains, avec leurs propres failles et névroses. Absolument. Les grandes cathédrales froides cachent souvent les chagrins de leurs bâtisseurs. C'est une belle façon de le dire. D'ailleurs, cela soulève une question importante pour nous tous. Si le système grandiose et soi-disant objectif d'un géant absolu de la philosophie était à ce point dicté par sa relation conflictuelle avec sa mère, dans quelle mesure nos propres opinions, nos certitudes politiques ou sociétales actuelles, que l'on croit si rationnelles, nous sont-elles en réalité que le simple écho de nos propres blessures d'enfance non résolues? Ouf! Une réflexion vertigineuse pour clore cette analyse. De quoi bousculer un peu nos fondations. Merci de nous avoir accompagnés dans les profondeurs de cet esprit tourmenté aujourd'hui. Continuez à questionner l'origine de vos certitudes, gardez l'esprit grand ouvert, et on se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans nos sources.